Donc merci beaucoup, je suis très très contente d'être là parmi vous. Je vous remercie pour cette invitation à venir présenter un peu mon travail. Donc moi je suis effectivement chercheuse au laboratoire Ville, Mobilité, Transport. C'est un laboratoire qui travaille, comme son nom l'indique, sur les interactions entre les villes, le développement des mobilités et le développement des réseaux de transport. Et pour me présenter brièvement, donc moi j'ai une formation d'économiste, j'ai fait de l'économétrie au début de ma carrière, je modélisais les impacts énergétiques et environnementaux de la mobilité quotidienne, c'est-à-dire ce qu'on consomme comme énergie, ce qu'on émet comme polluant quand on se déplace au quotidien. Et puis donc je m'intéressais également à cette époque-là aux questions d'inégalité sociale face à la mobilité, donc je travaillais sur des désagrégations de ces bilans. Et puis au bout d'une petite dizaine d'années, j'ai voulu m'interroger sur la manière dont les décideurs, pour les appeler comme ça, les décideuses, s'emparaient des modèles, des indicateurs, des outils de connaissance sur la mobilité qu'on mettait au point pour construire des choix politiques et construire des politiques publiques. Donc j'ai basculé complètement du côté de la sociologie politique. Voilà, ça fait maintenant à peu près 20 ans que je travaille là-dessus. Et donc ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la manière dont, dans mes travaux, j'essaye d'aborder ensemble, sans jamais les séparer, les questions d'inégalité sociale face à la mobilité et les enjeux de justice y afférents, et les questions environnementales. Et donc, je vais commencer mon exposé en parlant des mobilisations sociales et puis je terminerai progressivement en revenant un peu au début de l'exposé sur les questions de justice dont ces mouvements sont porteurs. Voilà, donc au cours on va dire, des 10 dernières années, on a vu dans le monde beaucoup de mouvements sociaux, de mobilisations sociales qui ont été déclenchés par une augmentation du coût de la mobilité. On peut citer les manifestations très nombreuses qui ont eu lieu en 2013 dans les villes brésiliennes. Donc c'était au moment de l'organisation de la Coupe du monde de football avec l'augmentation du prix des transports publics. Donc protestations très, très importantes dans de très nombreuses villes au Brésil. En France, bien sûr, le mouvement des Gilets jaunes qui a été déclenché en octobre 2018 par une augmentation du prix des carburants et par la diminution de la vitesse sur le réseau secondaire. Et puis au Chili, bien sûr, un mouvement d'une ampleur sans précédent depuis la dictature qui a été déclenché, là aussi, par une augmentation du prix des tickets de métro d'environ 3% dans la capitale. Alors évidemment, ces mouvements sociaux sont très différents les uns par rapport aux autres, mais donc il y a cet élément déclencheur commun qui montre en fait le rôle qu'a pris la mobilité dans nos pratiques quotidiennes, dans nos modes de vie quotidiens. Et au-delà de ce que ces mouvements dénoncent en termes de difficultés d'accès aux activités quotidiennes, parfois dénonciation d'une atteinte à la liberté de circuler, ce qu'ils dénoncent, c'est l'injustice des mesures gouvernementales qui, en fait, mettent en difficulté des groupes sociaux déjà défavorisés. Donc aujourd'hui, dans un contexte d'urgence climatique, dans un contexte où nous devons plus que jamais prendre des mesures donc très volontaristes, très importantes pour réguler les impacts environnementaux, et ceux de la mobilité évidemment sont tout à fait importants, nous sommes donc confrontés à un dilemme. Donc un dilemme, comme son nom l'indique, il n'y a pas de bonne solution, c'est-à-dire que à la fois, la mobilité est une condition indispensable de participation à la vie sociale, d'accès aux aménités, aux biens essentiels. Et par ailleurs, donc, nous n'avons jamais eu autant d'urgence à réguler un certain nombre de pratiques. Donc, comment finalement garantir l'accès à ces aménités pour le plus grand nombre et en même temps mettre en œuvre des politiques qui finalement vont chercher à réduire de manière importante ces mobilités globalement. Donc moi, ce que je propose de faire ici, c'est de mieux comprendre d'où viennent les tensions contradictoires entre ces enjeux sociaux et ces enjeux environnementaux et pourquoi elles se sont aggravées au cours des dernières décennies. Et l'hypothèse que je fais dans mes travaux, c'est que dans nos sociétés capitalistes, la valorisation sociale de la mobilité a abouti à
l'établissement d'une norme sociale de mobilité et d'un processus de dépendance à la mobilité. Donc je vais essayer de retracer un peu l'historique ici. Et donc ce processus de dépendance à la mobilité, il n'est soutenable ni sur le plan social, ni sur le plan environnemental. Alors je vais m'attacher à une petite partie de ce gros système de mobilité. Je ne vais parler que de mobilité des personnes, mais je n'oublie pas que la mobilité des objets est ô combien aussi importante dans ce problème. Et puis essentiellement de mobilité quotidienne, même si je vais venir aux mobilités globales à la fin de l'exposé. Et puis, par avance aussi, toutes mes excuses, mais je vais surtout parler des contextes des villes occidentales, même si bien sûr ces problèmes se posent plus largement ailleurs dans le monde. Donc alors, si ce processus de dépendance à la mobilité n'est pas limité à l'échelle des espaces urbanisés, historiquement, ce processus est né de la transformation des villes et notamment de leur processus de croissance extensive. Et dans les villes occidentales, ce processus de croissance extensive, cette périurbanisation, elle a débuté à la fin du XIXe siècle avec le développement des réseaux de tramways et des réseaux ferroviaires. Et puis ensuite, évidemment, l'essor de la voiture particulière à partir des années 30 aux États-Unis et à partir des années 50-60 en Europe, puis ailleurs dans le monde, a beaucoup amplifié ce mouvement de périurbanisation. Alors, dès l'origine, des critiques assez radicales vont s'exprimer à l'encontre de cette hégémonie de la voiture, de l'automobile. Donc, on a en tête notamment les critiques de la philosophe et activiste Jane Jacobs dans son livre paru en 1961, The Life and Death of Great American Cities, où elle dénonce la déshumanisation, la perte d'urbanité liée à ce mouvement d'étalement urbain. Notamment, elle a beaucoup travaillé sur la perte de liens sociaux dans les rues, puisque ces rues se vident progressivement en fait, de tous les usages qui étaient auparavant très, très développés. Et puis toujours aux États-Unis, dans les années 60, il y a un certain nombre de mouvements sociaux très importants qu'on appelle les mouvements Stop the Road, qui vont donc se manifester alors, en lien avec les manifestations, les mobilisations autour des droits civiques, donc pour protester contre la destruction des quartiers pauvres, majoritairement habités par des populations noires et hispaniques, pour construire des voies rapides urbaines. Et puis alors dans le domaine de la planification urbaine et des spécialistes des transports, en revanche, on est vraiment dans l'instauration du paradigme qui a prévalu à partir des années 60 et puis qui, on peut dire, se prolonge encore aujourd'hui, qu'on peut résumer par un slogan, c'est « predict and provide », c'est-à-dire prévoir les besoins de mobilité et les satisfaire, donc construire les infrastructures qui vont permettre de satisfaire. Donc c'est l'époque où, évidemment, on construit des infrastructures routières, où la planification s'organise autour de l'accès à l'emploi et aux zones urbaines denses, où on construit également beaucoup d'offres de stationnement, etc. Alors, plusieurs décennies plus tard, dans les années 1990, finalement, ce sont les inquiétudes à l'égard des impacts environnementaux qui vont commencer à prendre le relais, ou en tout cas à se manifester, et qui vont l'emporter sur les problématiques de congestion routière. Alors, je dis ça assez rapidement. En même temps, on sait aussi que les problématiques de congestion routière, elles ont déjà été abondamment étudiées par des chercheurs, notamment des modélisateurs, qui ont montré que de toute façon, si on augmentait l'offre d'infrastructures routières, on engendrait à nouveau une demande induite et donc on ne résolvait absolument pas le problème de congestion, au contraire, on l'entretenait dans une sorte de cycle. Mais bref, dans les années 90, c'est la première fois qu'à l'échelle européenne, on emploie le terme de mobilité durable. Et la première fois finalement qu'on bouscule une sorte de certitude qui est largement partagée à l'échelle internationale et notamment dans les pays occidentaux, selon lequel l'amélioration de l'offre de transport et le développement des mobilités sont a priori souhaitables. Donc on commence à se dire que face à la croissance des circulations automobiles qui commencent à annuler tous les progrès qui ont été faits
du côté des technologies de véhicules qui sont effectivement moins polluants, voilà. On est en train d'annuler tous ces progrès-là, et donc il faut réfléchir à ce qu'on appelle à l'époque la gestion de la demande de déplacement. Voilà, on introduit l'idée d'une régulation. Et c'est à cette époque que deux chercheurs australiens, Jeff Newman et Ken Worthy, donc vont introduire la notion de dépendance automobile dans un livre qui est intitulé Cities and Automobile Dependence, donc qui est publié en 89. Et dans ce livre, ils défendent l'idée que moins les villes sont denses, plus l'usage de la voiture est indispensable et important. Donc ils vont construire une courbe là, que vous voyez sur cette diapo, où ils vont comparer plusieurs villes mondiales, donc en fonction de leur densité urbaine, en personnes par hectare, en abscisse, et en ordonnée, ils mesurent donc la consommation annuelle de carburant. Et ce qu'on voit sur donc, cette diapo, c'est que les villes asiatiques très denses, qui se trouvent donc en bas à droite de cette figure, et dans une moindre mesure les villes européennes, sont plus performantes, entre guillemets, en termes de consommation d'énergie, consommation annuelle de carburant par habitant, que les villes très peu denses, les villes nord-américaines et les villes australiennes. Alors cette courbe, elle va faire le tour de la communauté internationale de recherche, elle est toujours abondamment citée, etc. Alors ça va déclencher beaucoup de recherches sur les liens entre formes urbaines, transport et mobilité. Et donc on essaye de réfléchir, et on modélise beaucoup à cette époque-là, on essaye de réfléchir aux formes urbaines les plus économes en déplacement. Donc plein de choses sur la ville compacte, la ville des courtes distances, enfin plein de travaux qui vont donner lieu à beaucoup de modélisation. Et puis il y a des chercheurs qui vont s'intéresser quand même à réfléchir, remettre un peu en perspective ce qui s'est passé là autour de ce mouvement de périurbanisation, et qui vont mettre en évidence des effets de coproduction entre l'amélioration des vitesses de déplacement, l'amélioration des conditions de déplacement, le développement extensif des villes et le développement, l'accroissement des mobilités, notamment automobiles. Donc ils vont appeler ça soit voilà, les effets rétroactifs entre transport et usage du sol, soit la spirale de transformation de la ville par la mobilité facilitée. Et en gros, donc, pour résumer cette figure, eh bien, on part d'une amélioration du système de transport, développement d'infrastructures, développement de nouveaux services, etc. Donc amélioration des conditions de déplacement. Et puis, donc, ces politiques aboutissent à une amélioration de ce qu'on appelle l'accessibilité, c'est-à-dire le nombre d'aménités accessibles en un temps donné, hein, puisque vous allez plus vite, eh bien, vous pouvez aller plus loin et atteindre dans le même temps plus d'activités. Et en fait, cette amélioration de l'accessibilité, à moyen terme, elle va entraîner toute une réorganisation spatiale des lieux de résidence, des emplois, des autres activités. Et à son tour, toute cette réorganisation spatiale va engendrer de nouvelles pratiques et activités sociales qui, à leur tour, vont aboutir à plus de demandes de mobilité et donc une amélioration des systèmes de transport, etc. Donc ce qu'il y a derrière cette figure, ça a été aussi beaucoup travaillé par un chercheur de la Banque mondiale qui s'appelait Yakov Zahavi dans les années 80 et qui avait montré que, eh bien, en comparant plusieurs systèmes de mobilité à l'échelle mondiale, quand on améliorait les conditions de déplacement individuelles, quand on offrait plus de vitesse aux personnes, on peut dire, ce n'était pas réinvesti, enfin, ça ne permettait pas de gagner du temps. En fait, ça permet juste de gagner de l'espace, donc plus d'accessibilité, d'offrir plus d'opportunités, et donc ça offre la possibilité aux villes de s'étendre. Alors bien sûr, cette courbe, au dire même des auteurs, elle est très simpliste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système déterministe entre la vitesse qui engendre cette transformation urbaine qui elle-même engendre ces augmentations de mobilité. Et derrière ça, il y a évidemment plein de décisions individuelles et collectives et surtout d'autres politiques publiques. Donc c'est un peu à ça que je voulais arriver, entre autres, c'est-à-dire que
montrer que cette vision-là, derrière cette vision-là, il y a aussi d'autres choix, d'autres modes de valorisation sociale de la mobilité qui s'incarnent notamment dans des politiques publiques qui vont jouer dans ce processus en fait, d'augmentation perpétuelle, on va dire, des besoins, entre guillemets, de déplacement. Donc en France, on peut donner l'exemple des politiques de logement qui ont évidemment encouragé depuis la fin des années 70 à l'acquisition de son logement individuel, de sa propriété individuelle. Et donc, ces politiques de logement ont été un des vecteurs très importants de la périurbanisation. On peut également citer toute la relocalisation périphérique permise justement par cette évolution des conditions de déplacement, mais qui a soutenu un certain nombre de stratégies économiques. On peut parler notamment des entreprises de la grande distribution qui vont accroître de manière très importante leur offre de services, leur surface de vente dans les périphéries, sans crainte de diminuer leur chiffre d'affaires en quittant les zones centrales et en bénéficiant d'un coût du foncier moins élevé. Et plus globalement, ce que l'on peut dire, c'est que tous les acteurs publics, privés, vont s'appuyer, vont intégrer ces conditions de mobilité croissante des personnes dans leur stratégie et donc mettre en œuvre à leur place des stratégies qui vont continuer d'augmenter ces besoins de déplacement. Donc, par exemple, la politique de modernisation des services publics en France, qui a abouti, comme vous le savez, à une reconcentration de certains services dans les plus grandes agglomérations, une disparition des services de proximité, eh bien, elle s'appuie sur un accès généralisé à la voiture. Quand on dit il n'y a pas, tel service est à 45 minutes de déplacement des personnes, en fait, sous-entendu, c'est 45 minutes de déplacement en voiture. C'est des seuils qui sont calculés sur l'hypothèse d'utilisation de la voiture. Et par ailleurs, au-delà de ces transformations sociales et spatiales des espaces urbanisés, en fait, d'autres injonctions, d'autres incitations à la mobilité sont observées dans toutes les sphères de la vie sociale. Alors, dans la sphère du travail en particulier, la flexibilité est considérée comme une vertu cardinale des employés et elle s'associe fréquemment à une augmentation de la mobilité professionnelle. Je ne vous fais pas un dessin pour ce qui nous concerne, nous autres chercheuses et chercheurs, sur les incitations permanentes à la mobilité, parfois à très longue distance, que nous avons. Et puis, il y a toute une réorganisation spatiale et temporelle du travail également, qui s'associe à des besoins de mobilité croissants. Et ça, je dirais, aux deux bouts de l'échelle sociale des catégories socio-professionnelles, donc les cadres supérieurs qui sont soumis à des pressions de plus en plus fortes de déplacement, là encore parfois à longue distance, et dans la catégorie notamment des employés de service également, donc des personnes qui sont soumises, et notamment souvent des femmes, à des déplacements fréquents sur plusieurs lieux de travail pendant la même journée. Et puis, alors, dans la sphère des loisirs, pareil, on a, au cours de ces dernières décennies, connu à la fois une baisse, une diminution du coût de la mobilité, notamment aérienne, mais aussi à une valorisation de la découverte des mondes lointains, des activités pratiquées hors de son domicile, etc., qui sont toutes formes d'injonctions paradoxales à la mobilité. Donc, toutes ces injonctions, toutes ces incitations à la mobilité, elles aboutissent à ce qu'on peut appeler une norme sociale, finalement, qui s'impose aux personnes comme une obligation à se déplacer plus fréquemment, plus loin, parfois plus vite. Mais cette norme sociale, elle s'applique évidemment très différemment selon les catégories sociales, c'est-à-dire tout le monde n'a pas les mêmes moyens, les mêmes ressources de faire face à cette norme. Alors, je vais aller très vite parce que je voudrais arriver quand même à la fin de l'exposé. Donc, juste pour donner quelques exemples, la localisation résidentielle, c'est un enjeu effectivement extrêmement important en termes de pratiques de mobilité et tout le monde n'a pas les moyens de se localiser, soit dans des zones denses, bien desservies par les transports publics, bien pourvues en aménité, etc., ce qui peut engendrer des déplacements très importants.
Si on prend évidemment l'exemple des ménages modestes qui, souvent, lorsqu'ils acquièrent un logement, l'achètent plutôt en périphérie, là où le foncier est moins cher, eh bien, c'est le prix à payer de tout ça, c'est aussi de longues mobilités quotidiennes. Évidemment, ces inégalités-là, elles ne s'expriment pas seulement en termes de revenus, elles s'expriment également en termes de genre. Dans une thèse là, que j'ai dirigée récemment sur les questions de dépendance à la mobilité des actifs modestes, dans les métropoles de Barcelone et de Marseille, on a montré que les femmes, dans ces ménages d'actifs modestes, elles étaient souvent soumises à des contraintes plus importantes en termes de mobilité parce qu'elles assurent également plus souvent les tâches domestiques ou ce qu'on appelle le travail du care, et notamment aussi pour des personnes plus âgées de la famille. Bon, voilà. Donc, toutes ces contraintes-là, elles engendrent des inégalités effectivement très importantes. Alors, une fois qu'on a vu comment ce processus engendrait ces inégalités, à la fois sociales et spatiales, il faut comprendre pourquoi ces inégalités-là se traduisent elles-mêmes en termes de problèmes de justice sociale et environnementale. Donc, j'arrive à la fin de mon exposé. Nathalie, si tu me donnes encore quelques minutes pour terminer. Voilà, donc en fait, ce processus de dépendance à la mobilité, c'est un processus global. Il touche tout le monde, on peut dire. Mais les groupes sociaux qui sont, on va dire, les plus touchés, les plus concernés par une augmentation de la mobilité, et on pourrait dire que dans les années à venir, même dans les mois à venir, ça risque de s'avérer plus que probable, eh bien, ces groupes sociaux vont avoir le plus de mal, en fait, à faire face à ce problème et à s'adapter. Donc, à l'échelle collective, ce qu'on peut dire, c'est que, finalement, globalement, ce à quoi aboutit ce processus de dépendance à la mobilité, c'est à une augmentation des besoins de déplacement, à une augmentation des mobilités motorisées, et donc à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, etc., etc. Mais ce bilan global de la mobilité, il est très inégalement réparti en fonction des classes sociales. Donc là, je m'excuse, c'est des données qui datent de 2008, mais parce qu'elles n'ont pas encore été mises à jour, elles devraient l'être prochainement. Donc ce que vous voyez sur ce graphique, c'est les émissions annuelles de dioxyde de carbone liées aux mobilités des Français et Françaises en 2008, avec en bleu les émissions liées à la mobilité locale, ce qu'on appelle la mobilité locale, si vous voulez, c'est la mobilité quotidienne, liée aux activités habituelles, et en rouge, la mobilité à longue distance. Donc ce qu'on voit, c'est que l'effet revenu est partout marqué. Alors il est marqué pour la mobilité locale, mais vous voyez qu'on arrive à partir du troisième sextile de revenus, en abscisse, ce sont les sextiles de revenus par ordre croissant. On arrive assez vite à un plafond. Et en revanche, ce que l'on constate, c'est que l'effet revenu sur la mobilité à longue distance, il est beaucoup plus marqué, et notamment pour le dernier sextile de revenus, avec une forte augmentation des émissions de CO2 qui est liée notamment à l'usage de l'avion, puisque c'est dans ces classes sociales aisées que l'usage de l'avion est le plus fréquent et le plus important. Alors, on voit donc là, ici qu'on a déjà un problème d'inégalité environnementale. Et quand maintenant on s'intéresse, inégalité environnementale, mais quand ça devient un problème de justice sociale, c'est quand on voit que ces mobilités à longue distance, pour l'instant, elles ne font l'objet de quasiment aucune régulation. Le kérosène aérien n'est toujours pas taxé, en particulier. Et ce qui fait l'objet de la régulation, des politiques de régulation actuelles, ce sont les mobilités locales. Donc on peut donner deux exemples. Il y a eu la taxe carbone en 2018 avec les conséquences que l'on a vues. Et puis, il y a en ce moment la mise en place des zones à faible émission. Il y avait encore un article dans Le Monde d'hier qui parlait de ça et qui va impacter de plein fouet les groupes sociaux défavorisés. Pourquoi ? Parce qu'on va interdire la circulation des véhicules les plus polluants, donc les plus anciens, donc majoritairement possédés par les ménages les plus pauvres. Donc, finalement, ce sont les groupes sociaux qui contribuent le moins au bilan carbone de la mobilité, qui vont être le plus impactés par les régulations actuelles autour de la mobilité locale. Donc voilà comment finalement on en vient à ces problèmes de justice sociale et environnementale, et je vais m'arrêter ici.
Merci.